Été 2006. Le Liban est en partie défiguré par 34 jours de bombardements israéliens. 1200 civils libanais ont été tués. Le 14 août, Israël et le Hezbollah acceptent la résolution 1701 de l'ONU qui met fin aux hostilités. La France décide d'envoyer 1600 hommes en renfort de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies présente au Liban depuis 28 ans. Quartier Valmy à Olivet, près d'Orléans. Le 6e 12e régiment de cuirassiers. 250 soldats s'apprêtent à partir avec leur char Leclerc. Destination Liban. Regarde, tu vois, enfin, tu tiens les deux poignets. Et là, tu vois, c'est pour tirer. T'actionnes, tu vises. Comme ça. Aujourd'hui, le régiment ouvre ses portes. L'occasion pour le lieutenant Frédéric Saint-Saëns de faire découvrir à sa famille ce qui fait toute sa fierté. Donc ça, c'est le même char que papa. C'est exactement, c'est la dernière version des séries 21. Laisse-toi tomber dans le trou, hop. Et tu t'assois là où t'es debout, là. Frédéric a été désigné pour servir au Sud-Liban comme casque bleu. C'est le dernier week-end avec ses deux filles. Oh là, oh là. L'aînée Anniline a 10 ans. Sa petite sœur Axel, 7 ans. Tu te débrouilles toute seule, d'accord ? C'est génial avant le départ de passer une journée en famille, dans son environnement professionnel et de pouvoir leur faire vivre tout ce que je vis au jour le jour. À quelques kilomètres du régiment, un petit lotissement où vivent plusieurs familles de soldats. Frédéric ne veut rien changer à ses habitudes avant le départ pour préserver le moral de sa jeune troupe. On part pour très longtemps. Une famille, ça représente énormément, 6 mois. Puis oui, une mission qui peut être difficile ou périlleuse, mais ça, on évite d'y penser, car on y est prêt, puisque ça fait partie de notre préparation opérationnelle. Et puis de toute façon, c'est pas le moment en famille, d'être dans les derniers jours, d'évoquer ce genre de soucis qui pourraient arriver, cas échéant là-bas. Frédéric veut profiter de chaque instant qui lui reste pour être au plus près de ses filles. Il sait trouver les mots qui encouragent, qui rassurent. Alors elle est comment ? Elle est bien, mais elle parle un petit peu fort. Elle parle trop fort, c'est vrai que t'aimes pas le bruit toi. Va falloir t'adapter. T'es au premier rang ou au fond ? Au premier rang. Faudra faire avec si elle parle fort, c'est pour que les enfants au fond l'entendent bien. Hein. Et sinon c'est bien, tu vois, la maîtresse elle écrit bien là, donc c'est que c'est bien, c'est ton travail. Donc papa il est content. D'accord ? Comme ça vous aurez des images de papa. Je vous écrirai sur la messagerie de maman. D'accord ? Papa, il a dit que s'il était par exemple dans son char et que ça craignait rien, mais s'il était dans une autre voiture et qu'on lui tirait dessus, c'était dangereux. Il part et puis ça fait presque plus rien maintenant parce que ça fait plein de fois qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Nini ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais rien. Bah si tu pleures, c'est pas normal. Pourquoi tu pleures ? Parce que je m'en vais. Comme l'autre jour où tu m'as dit que t'avais peur pour mon départ. C'est ça ? Et t'as peur de quoi ? Faut me dire pour que je te donne des réponses si tu me dis pas. Tu redescends voir la télé, Axel ? Ouais. T'as peur de quoi ? Comme l'autre jour. Bah oui, mais l'autre jour tu m'as dit que t'avais peur pour mon départ, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Bah, tu sais que je pars 6 mois, tu sais que tu passeras pas encore une fois Noël avec papa. Comme l'année dernière, mais ça c'est pas grave. Ça empêche pas le Père Noël de venir, ça. Te voilà rassuré ou t'as encore des questions ? Parce que moi il faut pas que je parte avec Anine qui pleure. Hein ? Et voilà, elle est repartie. C'est une madeleine.
Elle pleure facilement. Hein? Oui. Faut pas que tu sois inquiète, hein? Allez. Christelle a l'habitude de ses départs. Cela fait 15 ans qu'elle partage la vie de Frédéric. Ensemble, ils ont appris à faire front pour aider leurs enfants à supporter les séparations. Ah bah on a des moments de solitude, des moments d'inquiétude, des moments de pleurs aussi, oui, effectivement. Puis ça c'est normal. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de normal, pas exceptionnel, je suis pas un surhomme. Et bah oui, c'est normal, je ris, je pleure avec mes filles, et puis voilà, c'est la vie. C'est la vie, et puis j'ai mon métier pareil, à côté. Un petit chat. Ouais. Ouais. « 800 soldats de la 2e brigade blindée d'Orléans sont attendus au Liban dans les jours qui viennent. Les 4 chars de Frédéric sont prêts au départ. Il vit cette mission comme la consécration de sa carrière. Cela fait 15 ans qu'il sert dans les chars. Il sait qu'au Liban, son engagement et celui de ses hommes devra être sans limite. Il faut penser au pire, c'est-à-dire la situation de combat entre guillemets totale, où on est confronté à du combat, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le combat haute intensité, où là je commande le feu de mes 4 chars. De toute façon, si la mission l'exige, on le fera, on remplira la mission. Le Leclerc, un monstre de 54 tonnes d'acier et de technologie. Les spécialistes le jugent comme le meilleur tueur de chars actuel, capable de tirer en roulant à 50 km/h dans toutes les directions, avec une précision redoutable. Les chars vont être convoyés par le train jusqu'à Toulon. Un bateau les y attend pour être transportés jusqu'à Beyrouth. La mission elle a commencé au moment de l'alerte, au moment où mon capitaine m'a appelé pour partir au Liban. Pour me préparer le départ et partir au Liban. Mais je me sentirais vraiment dedans au moment où je monterai dans le bateau. Et il est prévu d'arriver de très bonne heure mercredi matin à Toulon. Dans 6 jours, les 13 chars de l'escadron seront au Liban. Arsenal militaire de Toulon. La Foudre, un transport de chalands de débarquement de la marine française, va appareiller dans quelques heures. Aurore a 26 ans. Elle est sergent au sein du 121e régiment du train de Montlhéry. Engagée depuis 8 ans, elle a déjà participé à une opération extérieure en Côte d'Ivoire. Mais c'est la première fois qu'elle embarque sur un bâtiment de la marine. B05 650. Ils sont peut-être partis déjà. B05 650. À ses côtés, une centaine de soldats spécialistes de la logistique. C'est là qu'on loge? Ah bah je vais lui montrer avant qu'il ait... déjà perdu? Ah oui, bah là, c'est un labyrinthe complet. Hein. Personne toute nue là. Donc voilà, nous on va dire que par rapport aux hommes, on est un peu mieux lotis, hein. On est 12 en tout. Donc on est dans notre chambre. En fait, c'est là où on va passer les 5 jours sur le bateau. Donc là où on va dormir. Donc comme vous pouvez voir, il y a 3 couchettes. Donc moi je suis là-haut. Et il y a les 3 mêmes de l'autre côté. C'est vos enfants derrière vous? Oui, bon, ils sont avec leur papa hein, quand même. Et puis bon, il y a la famille autour. Bon, de toute façon, si on les laisse, c'est que bon, on part serein. Certes, ils vont nous manquer, mais on part serein, quoi. On sait qu'ils vont être bien choyés, il n'y a pas de problème. Après, on va manquer des trucs. Moi, je loupe la rentrée scolaire de mon fils, c'est important, il rentre au CP. Je vais vous montrer la photo de mon fils, si vous voulez. Donc voilà, c'est mon petit garçon. Il s'appelle comment, le petit garçon? Brian. Il a quel âge? Il a 6 ans. En plus, dès que je peux l'avoir au téléphone, donc je lui parle, il comprend. Et puis bon, il a l'habitude, hein, il est né dans un environnement de militaires. On est tous les deux militaires, mon ami et moi, donc forcément, il a l'habitude. Hein. C'est l'heure de larguer les amarres.
Au moment de dire adieu, Aurore réalise qu'elle ne reverra son fils Brian que dans 6 mois. Ah oui, là, c'est pas évident. Mais bon, ça va passer. Moi, je suis contente de partir, même si je suis un peu triste, parce que bon, je quitte ma famille, mais pour un certain temps. Après, je sais que je les reverrai, mais il y a toujours un petit moment d'émotion. Et vous avez fait un démarrage sur les chapeaux de délice. Le Conseil de sécurité a voté une résolution à l'unanimité, la résolution 1701. Les soldats sont vite mis dans l'ambiance. Leur mission à Beyrouth, organiser l'accueil et l'installation du 1er bataillon français de renforcement de la FINUL. Le colonel Symphorichon est leur chef de détachement. Semble se confirmer. Donc nous allons servir sous mandat des Nations Unies en portant le béret bleu, le casque bleu. Le béret bleu, l'emblème du soldat de la paix. Les Français partent au Liban pour servir au sein de la force d'interposition. Mission, contrôler la cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Moi, c'était un peu mon rêve, parce que quand je me suis engagée à l'époque, c'était les premiers conflits en Bosnie, donc de voir les casques bleus à la télé, à la base, c'était vraiment pour ça que je m'étais engagée. Et là, de savoir que je vais porter un béret bleu, ouais, c'est la fierté. Moi, par exemple, je vois dans mon sac, j'ai le béret bleu de mon ami qui l'a déjà porté. Donc pendant un mois, il m'a donné le sien, il me fait bah, tiens, tu le feras voyager encore une fois. Donc ouais, moi je vais être contente de mettre le sien. Ouais. Il y a quelques jours, les troupes de l'ONU ont fait l'objet de menaces de la part de groupes radicaux islamistes, tels que Al-Qaïda. Durant la traversée, les séances d'instruction, d'information se succèdent. Quand l'ONU va parler de désarmement du Hezbollah, il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Désarmer le Hezbollah, c'est-à-dire le type avec sa Kalachnikov, c'est inconcevable. C'est comme si on le castrait, c'est-à-dire que intellectuellement pour les gens au Liban, ça se fait pas. Par contre, le désarmement du Hezbollah, lui enlever les missiles, le désorganiser cette défense, c'est ce que veut Israël. Il y a un problème de vocabulaire. Le désarmement du Hezbollah, on parle bien de l'armement lourd. Au Liban, la menace terroriste est très forte. Les Français y ont déjà payé un lourd tribut. Un pays déchiré par la guerre depuis plus de 3 décennies. Il y a 23 ans, les parachutistes français, partis à Beyrouth au sein de la force multinationale de sécurité, s'étaient retrouvés pris au piège. Drakkar, une vision de cauchemar. Le dimanche 23 octobre 1983 à 6h20, 2 explosions secouent Beyrouth. 2 camions bourrés d'explosifs percutent le QG des Marines américains et le Drakkar, l'immeuble des soldats français du 6e régiment d'infanterie parachutiste. 241 Marines et 58 para-français y laissent la vie. Sur ce bateau, tous les soldats connaissent la tragédie du Drakkar. C'est arrivé quand j'étais enfant et je me souviens parfaitement des images, ça reste à ma mémoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de cette expérience, on a tiré des savoir-faire, notamment pour la protection de tous nos sites, de façon à éviter des pertes de ce type-là. À mort, c'est toujours une catastrophe, toujours. Et le souci permanent de tout chef, c'est de revenir à la maison avec tous les hommes qui l'ont accompagné sur la mission. Après 5 jours de traversée, la foudre arrive au large de Beyrouth. Le colonel Symphorichon donne les dernières recommandations avant de débarquer. Alors là, j'insiste là-dessus. Oui. Béret sur la tête. Je n'ai pas fait porter le béret sur la plateforme à cause du vent. La tenue doit être impeccable, nous représentons l'armée française. Ensuite, pas de gadget. Le couteau Schlass là, de Rambo au ceinturon avec 36 dents pour découper le sanglier. Non. Bon, on évite les lunettes de soleil de Zozo, le machin avec pointu de couleur rose, sachant qu'au minimum, il y a les lunettes qui ont été perçues dans les régiments qui font partie du pactage outre-mer. Bon, elles ne sont pas très sexy, mais ça protège du soleil, c'est ce qu'on leur demande. C'est ma fierté, c'est ma fierté. C'est mon truc à moi, c'est mon petit bout. J'ai pris l'hélico aussi. Ouais. Mais il n'y a pas de toilettes. Mais les toilettes, c'est nous qui les avons avec nous. Les toilettes chimiques, normalement, il y a un contrat qui a été passé avec les Libanais.
Est-ce qu'on les a ce soir? Est-ce qu'on les aura demain? Est-ce qu'on les aura dimanche? Donc il faut faire le maximum avant de débarquer. Bah, excusez-nous, mais bon, ça se contrôle pas, mon agent chef. Hein. Et en plus, on part n'importe où, enfin, c'est Oh là là, mais vous, ça va, vous aurez pas de problème. Nous, on va avoir un peu plus de mal. Hein. Si vraiment il y a des soucis, on a des bâches, on tire une bâche. Ah bah c'est clair, hein. Ah bah, je pense que on tire une bâche et puis on va faire ça comme ça. Enfin moi j'en ai une de bâche, hein, au pire. Moi j'ai des piquets, j'ai la bâche et j'ai la corde. Hein. Pas de problème, on me fait des toilettes. Hein. À l'arrivée à Beyrouth, l'excitation se fait sentir. Le rythme s'accélère. La centaine de soldats de la logistique va devoir monter en 3 jours un camp capable d'accueillir le gros de la troupe. Quand il y en a 200 qui vont se pointer... Et apparemment il est climatisé le truc. Je la sens pas moi la clim. Ah ouais, c'est grand. Aurore et ses camarades rejoignent ce qu'ils appellent dans leur jargon la ZRA, la zone de regroupement et d'attente. Dans ce hangar géant, ils doivent monter en quelques heures plus de 1000 lits de campagne pour accueillir les soldats qui arrivent. Les bombardements israéliens ont détruit massivement les routes et plus d'une centaine de ponts. Nous sommes à Naamé, à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth. La France a été la première à agir sur le terrain. C'est l'opération Baliste, un accord direct avec le Liban dans un but humanitaire. Le 2e régiment étranger de génie de la Légion étrangère a reçu la mission de construire 5 ponts du nord au sud du pays. Des ponts métalliques d'urgence, les ponts Belay. Le sergent Vladimir Souarchi, 50 services. Babès, vas-y, viens, Babès. Il est chef de groupe. C'est lui qui choisit ses hommes et commande sur le pont. Levez. Des premières lueurs du jour à la tombée de la nuit, ces légionnaires accomplissent un travail de forçat, dans la poussière et la chaleur étouffante du bitume. Pour chaque pont, 40 tonnes de fer à transporter, à assembler, comme un immense mécano. C'est fatigant, je peux vous dire que c'est fatigant parce que les pièces sont lourdes, c'est 250 kilos. C'est difficile. Mais c'est pas grave, regardez, ils sont tous costauds et forts. Hein. L'un des 2 tabliers du pont a été détruit par une bombe. L'autoroute est coupée en 2. Il faut rétablir la circulation le plus vite possible. Depuis 4 jours, la section de sapeurs a engagé une course contre la montre. Sur le chantier, Vladimir commande à la voix. Il hurle pour se faire entendre. Préparez les griffes là-bas. Vous voyez, c'est très difficile parce que c'est un grand hiver. On a obligé de monter panneau à la main, passer haute. Un travail d'équipe où chaque geste est coordonné, maîtrisé avec rigueur, une précision implacable. La moindre faute d'inattention peut être fatale. Un légionnaire a été victime d'un accident. Il a reçu une poutre sur le pied. Il est aussitôt évacué sur le Sirocco, le navire-hôpital de la marine française. Dès que vous voyez que ça va pas, stop, arrêtez, arrêtez sur place. Il vaut mieux prendre une pause, stopper 15 minutes ou 1 heure, où on arrête toute la matinée, on ne travaille pas, que de faire comme un Mongol, et on aura 3 cassés, 4 cassés. C'est pas le but. Eh les gars, 2 déjà, 2. Alors soit vous travaillez intelligemment, soit on va vous changer. Croyez-moi, vous allez monter la garde. Il y aura les autres sections qui vont faire le chantier. Vers midi, quand la température dépasse les 45 degrés, les légionnaires retournent sur leur campement. Je travaille pour les hommes, quoi. Pour les hommes, pour les vrais hommes.
Parce que dommage, dans le monde moderne, il y en a beaucoup de zones modernes, comme on s'appelle. Surtout les nouvelles générations de Sony PlayStation. Il ne peut pas planter de clous. Quoi. Déjà, les gens qui s'engagent en armée, c'est les vrais hommes. Quoi. C'est comme ça maintenant. Vladimir est d'origine russe. Après des études d'informatique et des petits boulots, il a voulu changer d'horizon, donner un sens à sa vie. Il s'est engagé dans la Légion. Bienvenue. Pour cette mission, il est logé avec le reste du détachement dans une école toute neuve, épargnée pendant les bombardements. Il s'estime choyé. Lors de sa dernière opération en Côte d'Ivoire, il avait passé 5 mois dans la jungle, sous la tente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas content? Moi je cherche, je suis comme bâtard toute la journée. Voilà, la section est logée ici. Pas mal, un petit peu trop serré, mais c'est en même temps un magasin, armurerie. Le sergent Souarchi veille sur chacun de ses hommes. Avec eux, c'est la première fois qu'il construit un pont en situation réelle. C'est très utile, je trouve, parce qu'on aide la population civile qui sont victimes, de guerre. Quoi. Surtout le premier pont qu'on a construit ici, c'était trop vite, parce qu'ils ont été intéressés, parce que c'était le premier pont. Et après, ça devient difficile, ça devient la routine, même pour moi. Je fais déjà ça. Vous comprenez, la première fois, c'est comme faire l'amour. La première fois, c'est intéressant, c'est difficile. Oui, après, oui, nous avons plus d'expérience. Mais ça donne autant de joie de construire un pont pour la première fois que de faire l'amour pour la première fois? Non, mais c'est comme ça. Mais maintenant, il faut être appliqué, il faut écouter bien. Il faut bien exécuter les ordres et tout déroule bien. Quoi. Mais vous voyez, ils dorment tous parce qu'ils sont fatigués. Parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques. C'est bon, ils supportent. De toute façon, ils n'ont pas de choix. Ils ont signé leur contrat. Ils sont engagés, voilà. Le pont a basculé de l'autre côté de la brèche. Il faut le tracter, le pousser. C'est toute la section qui fait bloc. Vladimir dirige la manœuvre. C'est bon? C'est bon là-bas? Poussez! Poussez! Avancé aujourd'hui. Et il ne reste que poser les pontes sur la plaque d'appui. Ça veut dire demain vers 14h, on va terminer, si tout va bien. Vous êtes content de vos hommes là? Ah, ça va, ils ont bien travaillé. C'est un petit peu chaud, mais ça va. Hey, attends, soulève là-bas! C'est fini, c'est bon, descendez. Tu restes ici, qui attache, et les autres. C'est bon, lame. Lame, descendez. Ah ouais, fin de journée. On rentre, bonne douche, on mange, on dort. Demain, 6 heures, comme aujourd'hui, nous sommes sur le chantier. Il est beau ce pont là, que vous avez construit. Hein? Il est beau ce pont que vous avez construit. Et ça va. Je pense qu'il est pas mal. Hein. Retour à Beyrouth. Les Charles Leclerc sont arrivés. Le fer de lance du contingent français de la nouvelle Finule. Avec eux, c'est tout un arsenal militaire. De l'artillerie lourde, des radars Cobra, des missiles solaires. 900 hommes qui arrivent par vagues successives. Ils vont rejoindre la zone de regroupement et d'attente. Séjourner quelques jours à Beyrouth avant d'être déployés au sud. Les soldats ne sont pas machistes, et l'exception faisant la règle, c'est Aurore qui se retrouve de corvée de linge. Depuis le départ, c'est la première machine qu'on arrive à faire, donc on est très contents, donc on y met tous du bon cœur. Hein. Donc on lave le linge de tout le monde. On plie. Il y avait beaucoup de sacs, donc on y a passé la journée, mais là ça y est, c'est le dernier là, celui-là. Après c'est fini. Demain ce sera quelqu'un d'autre.
en aura 200 de plus ce soir. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Donc tout ça, c'est des soldats qui viennent d'arriver. Ils vont prendre leurs consignes et après, ils vont rester quelques jours avec nous, le temps de faire leurs papiers, peindre leur véhicule. Donc on va vivre avec eux, ils vont manger avec nous et ça fait encore du monde et du monde et du monde. J'ai rien à faire, j'ai un peloton qui tourne tout seul et j'ai même pas besoin de m'occuper de mes affaires puisqu'ils m'ont déjà tout amené. C'est du grand luxe, même si ça paraît un peu pénible d'habiter tous les uns à côté des autres. Les 1000 lits sont occupés. Dans ce camping géant, Aurore a réussi à aménager son petit coin. Là-bas, au fond à gauche. Et finir les inventaires. Jusque là, c'est chez moi. Parce que là, le sac ici. Et là, à la limite, c'est le miroir. Normalement. À moins que je crois que le t-shirt, c'est le mien. J'ai dépassé ma limite, je vais changer. On est obligé de se mélanger. Donc en fait, on se met avec des personnes de confiance. On sait qu'il n'y aura aucun problème. Nous, on change dans la moustiquaire. Je veux dire, on se déshabille pas comme même là, mais bon, je veux dire, il n'y a pas de problème. Eux, c'est des gens sérieux. Ils ne vont pas aller nous regarder ou quoi. Justement, c'est pour ça qu'on est avec eux, parce qu'on sait qu'on n'aura aucun problème. Le quartier général de la Finule est installé au sud du Liban, à Nakoura, tout près de la frontière israélienne. La résolution 1701 de l'ONU a autorisé le déploiement de 15 000 casques bleus dans une zone tampon, en bleu, située entre le fleuve Litani et Israël. La Finule renforcée a reçu pour mission d'accompagner et d'appuyer les forces armées libanaises implantées au sud. Le but est d'interdire toutes les armes dans la zone bleue. Le général français Alain Pellegrini commande la Finule depuis presque 3 ans. Vous allez où là, mon général? Je vais là, à la réunion opérationnelle. Comme chaque matin, le général Pellegrini assiste à la réunion de son état-major multinational. Une dizaine de nations y sont représentées. Le patron de la Finule est face à un problème. Le manque de terrain pour loger les milliers de casques bleus qui arrivent chaque semaine. L'un de ses adjoints lui annonce que pour loger le contingent italien, les autorités libanaises proposent une décharge à ordures. That's the reason why they recommended to remove and then to cover. Because it is... We have not accept this. We cannot accept this. No, I'm sorry, but we don't accept. Okay. We stop. We cannot accept this. Okay. No, we stop. We stop. And for the recus and for the second wave now, it's clear that we cannot accept any contingent more before mid-October. It's clear. Okay, anything to add? Have a nice day. Thank you, gentlemen. It is not acceptable that they propose you a garbage dump. What is this? But it's not really that they proposed it to us. We went to them and we said, is this land available? So that's the nuance I want to bring, because we cannot really blame the Lebanese authorities for that. We have the... It is their problem. They are the host nation, okay? If they want us, they have to manage. If they don't want, we leave. It's clear. It is their job. Yeah. But they have not assumed that responsibility. They haven't been. They have to. Proactive and come to us and say we have this to offer and all that. We have to. We stop. C'est à la demande du Liban que les casques bleus arrivent. Le général veut placer le gouvernement libanais devant ses responsabilités. Il dénonce un manque d'implication. Il faut qu'on nous donne de la surface pour pouvoir s'installer. Il faut planter nos tentes. Il faut poser nos containers. Il faut garer nos véhicules. On ne va pas rester au bord des routes pendant... on a un mandat qui est d'1 an, mais d'1 an qui sera peut-être renouvelé après. Donc il faut quand même s'installer pour durer. C'est pas une petite installation provisoire. On est obligé maintenant de ralentir ou d'arrêter l'arrivée des contingents suivants. On ne va pas s'empiler les uns sur les autres. À Beyrouth, les soldats continuent d'affluer. Le peloton de Frédéric doit percevoir les gilets pare-balles, les casques, les bérets et munitions. Le peloton, ça tombe bien que vous soyez là. Regroupez-vous, tout le monde est là, dans ceux qui doivent être là. Je sais que la grande majorité d'entre vous avez déjà perçu une frag. Je veux qu'avant de partir d'ici, vous vérifiez tout. Vous vérifiez que vous avez le cutter, les groupes sanguins, que les plaques sont dans le bon sens, etc. etc. Petit.
petit. Chaque soldat vérifie son gilet pare-balles. Coupés de toute information radio ou télévisée, les soldats ne lisent que de rares articles affichés dans le camp. Nous, on a nos chefs, ils nous disent ce qui se passe et on leur fait confiance à eux. Et les articles des journaux, on lit, mais nous, les bonnes paroles qu'on prend, c'est nos supérieurs. Après, les journaux racontent ce qu'ils veulent. Salade de pâtes au saumon, j'ai choisi. De toute façon, quand on a faim, on n'a pas le choix. Il faut bien manger. Donc, mais bon, des fois, on imagine ce qu'on pourrait avoir dans notre assiette. Ça fait mal au cœur, des fois. Hein? Une bonne raclette à l'eau. Allez, il va y avoir des En arborant le béret bleu, les soldats deviennent soldats de l'ONU. Ça a de la gueule, effectivement, je pense. C'est le but, d'avoir de la gueule. Il faut le mouiller carrément plus. Faut que tu le détrempes. Ensuite, tu le mets en forme et puis tu le laisses sécher. Tu l'enlèves proprement, comme le béret bleu marine qu'on a. Tu le poses et tu le laisses sécher. Mais sinon, c'est bon. Donc attention, il faut carrément le mouiller. Faut le tordre détrempé, comme une serpillière. Faut pas s'embêter. Ouais, je te laisse y aller. Je suis à la 3. Je repasse te voir après. Frédéric a été convoqué par son capitaine, qui lui réserve une bonne nouvelle. Là, on commence à partir un peu dans l'aide dispersée, là, par exemple. C'est mon peloton qui sera le premier peloton de Leclerc à rentrer au sud Liban, comme ça a été mon adjoint qui a été le premier à piloter un char qui a débarqué sur le sol libanais. Pour l'instant, le peloton a beaucoup de chance d'être le premier à débarquer, d'être le premier à descendre en zone sud. Il ne reste plus que 24 heures à Frédéric et ses hommes pour préparer leur départ. Ce sera pour tous une plongée dans l'inconnu, dernier moment de répit. Là, j'attends mon tour pour aller à la douche, quoi. Je crois qu'ils sont pas pressés, en fait. Mais les ordres, c'est normalement, on doit rester 4 minutes sous la douche. Là, apparemment, c'est un petit moment là qu'il y est, donc on va voir. C'est bon? Il est propre? Ouais, c'est bon. Hein? Ouais, c'est bon. Vous allez bien? Vous avez un petit robinet. La petite pochette pour le savon. La petite pochette pour le linge propre. Une claquette. Ah oui, c'est tout un art. Le petit bac pour les chaussures. Et merci. Le lendemain, à Nakura, la journée de la paix. L'occasion de rappeler le lourd tribut payé par les casques bleus ici au Liban depuis 28 ans. En juillet dernier, 6 membres de la FINUL ont été tués, 13 autres blessés sous les obus israéliens. This day evokes in our minds that many members of the United Nations have died. 253 members of UNIFIL since the establishment of the force. Avec les nouveaux renforts, le général veut faire oublier l'ancienne FINUL. Dans quelques jours, il possédera les armes de la dissuasion. Chars, blindés, armements et règles d'engagement. Personne ne pourra plus s'en prendre impunément aux soldats de la FINUL. C'est une liste de règles, c'est le cas de le dire, qui vous disent, cas par cas, quand vous pouvez utiliser la force, quand vous ne pouvez pas l'utiliser, et jusqu'à quel niveau vous pouvez l'utiliser. Un obstacle sur une route, on nous barre une route, on dit maintenant vous ne pouvez plus passer. On fera en sorte de passer. Le niveau extrême, c'est le tir à tuer. À partir du moment où j'ai mes règles d'engagement et qu'elles sont signées, je n'ai pas besoin de demander à New York l'autorisation de les appliquer. Je veux dire qu'entre ici et New York, c'est un compte-rendu
a posteriori la plupart du temps. On règle d'abord le problème et après on rencontre. Avec à leur tête un chef qui a les pleins pouvoirs, les casques bleus imposent à nouveau le respect. Ils retrouvent leur véritable autorité de soldats de la paix. Décollage pour Beyrouth. Le général va retrouver le 1er bataillon de casques bleus et accueillir le ministre français de la Défense. Général Pellegrini, commandant l'infini. Très bien, très bien. J'ai obtenu que vos ordres soient précis, que vos règles d'engagement soient robustes, que vous puissiez opérer avec rigueur, vigueur et fermeté. Merci. Ça y est, c'est bon? Allez. Le désarmement de Hezbollah, est-ce que ça c'est une tâche principalement pour des forces libanaises? Le désarmement du Hezbollah n'est pas l'affaire de la FINUL. Vous faites une fixation là-dessus, nous on ne la fait pas du tout. Nous, notre mission, c'est d'avoir une zone entre Litanie et Ligne Bleue où il n'y a aucune arme illégale et zone à partir de laquelle on ne puisse pas engager des actions hostiles. Sur le port de Beyrouth, les blindés aussi revêtent les couleurs de l'ONU. 16 litres de peinture par char. Les 4 Leclerc de Frédéric, qui portaient les noms glorieux de la campagne de France, sont débaptisés, remplacés par un numéro matricule des Nations Unies. Un coup dur pour les anciens de l'escadron. Les pilotes, vous me vérifiez les VCH et les VTI, toute l'optique, qu'il n'y ait pas eu de peinture dessus, qu'on profite d'être ici avec les produits pour... Et tu vois, là par exemple, je vois il reste une trace sur l'épiscope avant du tireur. Faut pas hésiter à la faire. Faut faire tout ce que vous pouvez faire maintenant, parce qu'une fois qu'on sera dans le sud, du diluant, on va pas trouver sous une pierre, on trouvera plutôt des scorpions. Ça fait bizarre car nous n'en avons pas l'habitude, forcément. Même si la première réaction a été de se dire on n'est pas en blanc, on va être beaucoup plus vulnérable parce que beaucoup plus visible. Là au moins, si quelqu'un ouvre le feu sur un véhicule des Nations Unies, que ce soit un véhicule léger ou un char, eh bien ça aura été fait délibérément. Et quelque part, en fait, c'est une sorte de protection. On commence à retoucher au cœur du sujet, c'est-à-dire reprendre nos chars à nous et les préparer en vue du déploiement. Donc ouais, c'est un moment d'émotion. En plus, on va se déplacer en zone civile entre deux parties du port. Donc ouais, c'est un moment d'émotion, de fierté, une énorme sensation. Une petite pensée pour mes deux filles qui sont à ce temps-là, il est 13h10 en France, donc elles sont en train de se préparer pour retourner à l'école après avoir déjeuné avec leur maman. Et je pense qu'elles seront elles aussi très fières de savoir que c'est leur papa qui était à la tête de ce peloton en déplacement dans Beyrouth. C'est la première sortie des Leclerc dans Beyrouth. Un petit trajet d'1 kilomètre entre le port et la zone de regroupement. Frédéric, entre fierté et appréhension, découvre les réactions de la population. Les Leclerc vont maintenant être armés. Dans quelques heures, c'est le départ vers le sud Liban. Mon radio avec mes enfants effectué. Je n'ai qu'une partie de mes enfants sur le réseau radio parler. On a l'habitude d'utiliser ce terme pour parler de nos véhicules au sein du peloton. C'est-à-dire que mes 4 chars sont mes enfants, mes 2 VBL sont mes enfants. Frédéric rassemble son peloton. L'infirmier va donner les consignes en cas d'évacuation d'urgence. Les circonstances. Circonstances, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Accident d'automobile ou de char, ou enfin accident de la voie publique, plaie par balle, mine, électrisation, enfin, les circonstances de l'accident. Delta, le nombre de blessés. Écho, la nature des blessures. Donc là, ça va être par exemple traumatisme, ça va être brûlure au niveau du visage,
arrachement de membres. Ce qu'il faut ajouter, c'est conscient, inconscient. Plaie par balle au bras, conscient. Arrachement de membres, inconscient. D'accord? Alors j'ouvre une parenthèse, comme ça sera fait, sur demain matin. On est tous professionnels. Je ne vais pas demander à un marachogiste qui réveille tout le monde, etc., etc. À 3h30, tout le monde est au véhicule. Il est 4h30, le peloton est au complet. Moteur! La colonne blindée, plus de 60 véhicules, quitte Beyrouth pour un raid de 90 km. L'heure matinale a été choisie pour éviter les encombrements dans la capitale. Direction le sud. 7 heures de route pour rejoindre Derkifa dans la zone bleue de la Finule. Passé le fleuve Litani, la colonne entre en zone opérationnelle. Bienvenue au sud Liban. Chaque village Hezbollah arbore les portraits de ses héros. Les soldats découvrent l'ampleur des destructions. Rien à côté, là par contre, bien détruit, ouais, certainement. Ils n'ont pas fait de détails. Ouais, c'est ce qu'on appelle précis. Frédéric comprend que les rues étroites des villages pourront à l'avenir représenter un obstacle pour ces chars, ou même un piège. Nous sommes actuellement en train d'arriver sur Derkifa, dans l'emprise de Derkifa qui va être notre point d'arrêt pour quelques jours. Et donc content que nous soyons tous arrivés. Ces villages sont véritablement des endroits dangereux pour un peloton de chars. C'est facile d'arrêter un char dans un village avec une voiture, avec une personne qui passe devant, par exemple, qui s'arrête, une femme qui s'arrête, je ne vais pas l'écraser, c'est évident. Maintenant, à partir du moment où il a arrêté le char, la troupe noire arrive vite. Donc c'est à prendre en compte et à gérer dans le déroulement de la mission. Certains soldats ont déjà effectué plusieurs missions au Liban. Tous ont été élevés dans le respect des aînés et du sacrifice. Qui a eu un brigadier chef qui a été mort. Avec le RHP. C'était avec le RHP. C'était avec le RHP, donc ça doit être juste avant ou juste après? C'était de septembre 82 à janvier. Janvier 83. Parce que là, le 2 du 500, ils ont pris un train de mortier. Il y avait Gransart qui était trésorier au régiment. Ouais. Il était brigadier à l'époque. Mon premier chef de peloton était brigadier aussi. Bref, ils ont pris tir de mortier sur tir de mortier. Il y a eu un mort à l'escalon. Le commandant Mestrou chez nous qui avait été vachement blessé. Le caporal-chef Dauphin. On avait eu un mort chez nous à Carcassonne. Le ministre de la Défense est venu saluer les héros du jour, les équipages des Leclerc. Lieutenant Saint-Saëns, chef de peloton de Charles Leclerc. Bien. Alors la route La route s'est bien passée, il a fait très chaud. Vous êtes sorti de Beyrouth sans problème? Sans problème. On vous a regardé? J'étais en tête de colonne et les gens avaient un regard étonné selon qu'on avance de plus en plus dans le sud. Il y a certains gestes qui ont été relativement désagréables. Certains gestes désagréables? Oui, que je ne montrerai pas. Mais on peut imaginer. Enfin, pas devant le ministre, voilà, c'est ça. On va s'en retourner.
Voilà. Alors, justement. Alors, content? Heureuse. Embuscade. Ah bah oui. Content, ciseaux? Content, ciseaux d'avoir été pris en photo avec la ministre? Non, t'as l'habitude? Vous savez, Le principal ennemi des casques bleus, ce sont les mines. Au moins 1 200 000 sous-munitions ont été répandues par l'armée israélienne lors des bombardements en juillet dernier dans le sud Liban. Une zone déjà truffée d'engins explosifs depuis 30 ans. Ok. C'est pourri ce côté-là. Et toute la frontière, tous les mecs qui sont venus en 2000, là, ils disaient les pisser sur la clôture, t'as vu le mec qui pète. Putain, c'est miné de. C'est pourri quoi. Ah ouais, c'est pourri, c'est full de Chirac. Mais ça m'étonnerait pas que à l'intérieur des terres, il y en a aussi. Hein. Faut conscience que c'est pas une tâche facile qu'on nous impose, mais on va la remplir. Puis voilà, on est venu pour ça. Puis voilà, on part pas le pied à l'aventure comme ça, donc on s'informe. Et nous être informés avant d'avoir un incident. Une mine, ça fait tellement de dégâts. La consigne principale, c'est rester sur les axes. Pas s'écarter de l'axe. On va pas poser sa pêche en dehors de la route, quoi. On risque d'y laisser un pied, une main ou un membre. Der Kifa. Premier réveil en zone opérationnelle. Frédéric est déjà au pied de son engin. Il a été désigné pour effectuer une patrouille au sud de la position. Il prépare son itinéraire. Avec moi par jaune 10. L'adjudant Denis. là-bas. Jaune 60, c'est bon. Jaune 60, 60 c'est moi. lieutenant. Donc par ce VBL et les 2 VBL de tête qui sont positionnés ici. Le lieutenant Saint-Saëns ouvrira la route. Je ne vais pas lire les cartes. 10 colonnes en avant. Je suis en tête. À 50 mètres entre les véhicules. En avant. Ok, à droite. Doucement, il y a une mobilette à gauche. Ok, en avant. On va jusqu'au prochain checkpoint. Alors doucement. Ouais, comme la voiture. Moment tant attendu pour le lieutenant Saint-Saëns. En tête de la reconnaissance, il a la responsabilité de l'itinéraire. Tu regardes ton compteur, tu me dis que t'as fait 4 km. Normalement, on sera dans un gros village. Tous ses sens en éveil, il scrute chaque compartiment de terrain, guette le moindre détail, il entre dans la mission. C'est mythique. Formidable. Je dis que c'est mythique et formidable. Épingle à cheveux à droite. Je dis que c'est mythique et formidable car je suis en tête de la première recours. J'éclaire donc la compagnie et j'ai eu un moment de joie personnelle dans ce cas. Tu roules pas trop vite pour qu'on trouve la piste qui part à droite. Frédéric va profiter de cette première sortie pour confronter sa carte avec la réalité du terrain. Non, non, avance, avance, avance. Il doit repérer chaque route, chaque piste et carrefour. Reste sur l'axe. Je te rappelle qu'on reste sur les axes. Ok, poursuis. Dans les prochains jours, il va y engager ses chars.
La menace, elle peut venir du sud, elle peut venir du Liban, elle peut venir de partout. Hein. De partout, de partout. C'est ce qui est imprévisible dans ce pays. On s'y prépare et on a des moyens qui nous permettent d'envisager les menaces avec sérieux et le sentiment qu'on peut y faire face. Quel pourrait être le pire? Il ne faut jamais parler du pire. Deux jours après l'arrivée du contingent français au sud Liban, une marée jaune à la couleur du Hezbollah déferle dans la banlieue sud de Beyrouth. À l'appel de leur idole, Hassan Nasrallah, ils sont venus fêter la victoire contre l'armée israélienne. Nasrallah, l'homme du Parti de Dieu, considéré par les Israéliens comme le chef d'une organisation terroriste. Il refuse de parler du désarmement de sa milice. Il déclare être en possession de 20 000 roquettes. Une mise en garde à la communauté internationale. Un avertissement au casque bleu. Alors que Beyrouth s'endort au son des kalachnikovs, la mission périlleuse des soldats de la paix ne fait que commencer.